Les trous de verre existent-ils ? Imaginez qu'un jour, on puisse emprunter des trous de verre comme des raccourcis pour se rendre dans un autre endroit de notre galaxie ou de notre univers. Eh bien, cette hypothèse-là, elle n'est pas totalement impossible. C'est du moins les théories de plusieurs astrophysiciens qui ont été proposées depuis plus d'un siècle. Mais pourquoi et comment pourrait-il exister ? Quelles sont les preuves qu'on a à l'heure actuelle de ces trous de verre qui relieraient deux zones de l'espace-temps ? Permettrait-il le voyage dans le temps ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de répondre à toutes ces questions, sachez que je ne suis pas du tout astrophysicien ou autre, je suis juste un amateur passionné d'astronomie et j'apprends tout par moi-même. Il peut donc arriver que je commette des erreurs et si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permettra à moi d'apprendre et aux autres en même temps de comprendre. Pour comprendre pourquoi on parle de trous de verre aujourd'hui, il faut revenir dans le passé. Alors ce que je vais vous dire pourrait peut-être paraître un peu incompréhensible, mais vous inquiétez pas, la suite sera beaucoup plus simple à comprendre et vous allez voir que tout se relie. 25 novembre 1904. Albert Einstein, un physicien théoricien, s'apprête à publier un article qui va véritablement révolutionner le monde de l'astrophysique. Avant, on pensait l'univers comme un support stable qui possède les mêmes propriétés partout. Donc en gros, n'importe où on se trouvait dans l'univers, les propriétés de l'espace-temps étaient les mêmes. Sauf que depuis plusieurs années, Einstein, étudiant sa théorie sur la relativité générale, montre une toute nouvelle approche, une toute nouvelle manière de percevoir l'espace et le temps à travers une seule et même facette d'un concept beaucoup plus formel, l'espace-temps. Cette théorie suppose que la masse et l'énergie influencent directement la géométrie de l'espace-temps. Pour ça, décrit en 2D, il faut imaginer l'espace-temps comme une immense toile plate. Lorsqu'un objet se trouve sur cette toile, alors celui-ci se courbe, permettant à un objet céleste d'en attirer d'autres suivant le degré de courbure que crée l'objet principal par sa masse. Bon, en réalité, c'est une représentation qu'on peut se faire et elle n'est pas forcément réelle. Dans cette représentation, on n'imagine pas réellement la courbure du temps, mais plutôt seulement la courbure de l'espace. D'ailleurs, petite pause pour vous remercier de tous les retours qu'il y a sous mes vidéos. C'est fou, je lis tout et je trouve ça vraiment incroyable. Merci à ceux qui likeront cette vidéo et qui s'abonneront, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Einstein finit par publier son article et sa théorie va bousculer notre compréhension de la physique en ayant une toute nouvelle approche sur le fonctionnement de la gravité proposée par Isaac Newton. Plus un objet est massif, plus la courbure de l'espace-temps est importante, et ainsi, plus on est attiré par celui-ci. Mais le problème, c'est qu'il manquait quelque chose à sa théorie. Un cas pratique. En fait, la théorie de la relativité générale, elle est accompagnée d'une équation. Cette équation relie la déformation géométrique de l'espace-temps et son contenu en masse et en énergie. Donc en fait, on sait que la masse déforme l'espace-temps, mais on ne sait pas comment la quantifier. Cette équation de la relativité générale présente donc un inconnu, donc un élément qui manque, qui nous permettrait de la résoudre justement. Quelques mois plus tard, le 13 janvier 1916, Karl Schwarzschild, un astrophysicien allemand, répond à Einstein en lui proposant une solution à son équation. Il vient en fait lui démontrer comment il est possible de quantifier mathématiquement la courbure géométrique de l'espace-temps. Donc en gros, comment, par des méthodes mathématiques, la masse peut influer sur cet espace-temps-là. Il va donc s'agir ici de ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild. Et c'est là que tout va commencer. Bon, si vous n'avez pas tout compris de cette partie-là, c'est pas hyper grave, parce qu'elle va pas vous empêcher de comprendre la suite. En 1932, Einstein fait la rencontre de Nathan Rosen, qui est un jeune étudiant diplômé en physique. Pendant une conférence à l'université de Pennsylvanie, il est impressionné par ce jeune homme et finissent tous les deux par travailler ensemble. Quelques années plus tard, c'est de ces deux physiciens-là que va naître l'idée de l'existence des trous de verre. En fait, en analysant un peu plus profondément la solution qui avait été donnée par Schwarzschild et d'autres équations quelques années plus tôt, et en connaissant aussi la manière dont la masse peut déformer l'espace-temps, alors une solution mathématique est trouvée et elle met en évidence la manière dont la singularité d'un trou noir joue sur l'espace-temps. Ce qu'on appelle la singularité, c'est en fait le centre même d'un trou noir. C'est en fait la région où la courbure de l'espace-temps est infinie. La gravité et la densité en ce point-là sont extrêmes à tel point que les lois de la physique actuelle ne peuvent même pas la décrire. En prenant en compte tout ça, Einstein et Rosen supposent donc que cette singularité formerait en fait un puits à travers l'espace-temps. À la suite de cette hypothèse-là, ils vont encore plus loin. Ils démontrent mathématiquement l'existence d'un trou noir inversé à la sortie de ce puits, un trou blanc. Et le lien entre le trou noir et le trou blanc, c'est le pont d'Einstein-Rosen, autrement appelé le trou de verre. Un trou blanc, lui, contrairement à un trou noir, n'attirerait pas la matière, mais la rejetterait. Donc si on résume, un trou noir attirerait la matière vers lui avec une puissance extrême et rejetterait cette matière à travers un trou blanc autre part dans l'univers. Et donc pour la première fois, on vient de démontrer mathématiquement que les trous de verre peuvent exister.
Mais attention, par contre, ça veut pas du tout dire qu'ils existent dans la vraie vie, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve de l'existence des trous blancs. Donc si on veut par exemple se rendre sur Proxima b, qui est l'exoplanète la plus proche de la Terre, située à 4 années-lumière, en temps normal, on mettrait des milliers d'années avec un vaisseau spatial traditionnel pour aller sur cette exoplanète. Mais en empruntant le pont d'Einstein-Rosen, on pourrait s'y rendre en seulement quelques minutes. Ça serait juste énorme, mais c'est pas si simple. Après la publication de cet article en 1935, plusieurs scientifiques à travers le monde vont faire remarquer qu'il y a quand même un problème avec cette théorie, étant donné qu'au sein même d'un trou noir, la gravité est extrêmement forte. Et donc s'il existe un trou au sein du trou noir, alors il se refermerait extrêmement vite et il serait très petit. On dit qu'il serait 20 fois plus petit que le noyau même d'un atome, et il se refermerait en seulement une fraction de nanoseconde. Ce qui empêcherait donc n'importe quel passage, et ce phénomène-là, il est appelé la censure topologique. Donc en fait, en y entrant, on ne traverserait pas un trou de verre, mais on tomberait inéluctablement dans la singularité centrale. Donc le pont d'Einstein-Rosen n'est pas traversable. Mais même si ce trou est très petit et se referme extrêmement vite, il y a quand même un moment où il existe. Et alors s'il existe, vers où il mène? Et qu'est-ce que c'est? Les scientifiques ne sont pas du tout convaincus et certains vont tout faire pour trouver une solution mathématique à ce problème qui pourrait permettre à un trou de verre d'être traversable. C'est là que Michael Morris et Kip Thorne, qui sont deux physiciens, entrent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Kip Thorne va être le conseiller scientifique dans la réalisation du film Interstellar en 2014. Meilleur film de tous les temps, si vous êtes d'accord avec moi, likez cette vidéo. En 1988, ils vont en fait élaborer une structure de trou de verre qui serait a priori traversable. Il est tout pareil que le trou de verre d'Einstein et Rosen, sauf que lui, il est en rotation sur lui-même. La rotation sur lui-même permettrait au trou central de ne pas être un simple trou qui se referme, mais plutôt d'être un anneau en rotation sur lui-même. Et si c'est un anneau qui est en rotation sur lui-même, il n'a pas de raison de se refermer. Sauf qu'il y a quand même un problème. En fait, dans le trou de verre d'Einstein-Rosen, les forces gravitationnelles sont extrêmement fortes. Donc si on le traversait, on serait compressé sur nous-mêmes. Pour remédier à ça, le trou de verre de Morris Thorne suggère lui l'existence de ce qu'on appelle une matière exotique. Cette matière en fait proposerait des particularités permettant au trou de verre de ne pas s'effondrer sur lui-même et d'être stable. Et ça, ce serait dû au fait que cette matière serait dotée d'une forme d'énergie antigravitationnelle, donc en gros qui contre les phénomènes de gravitation. Donc le trou de verre de Morris Thorne redonne espoir quant à l'existence de trous de verre traversables et stables. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce type de trou de verre là n'est pas possible du point de vue de la relativité générale. L'existence d'une telle matière va en fait à l'encontre de cette relativité. Dans la relativité générale, l'énergie gravitationnelle n'existe pas. Donc un trou de verre qui est stabilisé par de la matière exotique n'est donc pas possible du point de vue de la relativité générale. Après, autre sujet, il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que les trous de verre peuvent permettre de faire un voyage temporel? Étant donné qu'on sait que le temps est relatif suivant la masse d'un objet et de son influence sur l'espace-temps, c'est pas impossible. En fait, on pourrait bien voyager dans le futur à travers les trous de verre. On pourrait par exemple franchir un trou noir pendant 10 mois et comme le temps est relatif, ces 10 mois-là seraient peut-être équivalents à 10 000 années terrestres. Mais par contre, si on admet que le trou de verre est traversable dans les deux sens, il serait pas possible de voyager dans le passé. En fait, on pourrait pas revenir à une époque antérieure à notre date de départ. Il y a un autre type de trou de verre qui découle directement de la théorie des supercordes pensée dans les années 1990. Je parlerai d'ailleurs de cette théorie dans une prochaine vidéo parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Mais en gros, on dit qu'au moment du Big Bang, des fluctuations quantiques ont eu lieu dans le champ de l'inflaton. Et ces fluctuations, qui sont en fait des variations à l'échelle quantique, donc une échelle extrêmement petite, auraient permis aux trous de verre d'exister. Ces trous de verre-là auraient été liés par des cordes cosmiques qui sont un peu comme des tunnels, qu'on appelle aussi trous de verre de fluctuation. Avec l'expansion de l'univers, ces cordes grandissent et forment maintenant un immense réseau. Pour comprendre, imaginez par exemple une pomme qui est creusée d'un bout à l'autre par un asticot. Vous êtes d'accord, ça va former comme une sorte de tunnel dans la pomme. On va maintenant imaginer que ce tunnel, c'est une corde, et maintenant multiplions le volume de la pomme par 3. Ça représente justement l'expansion de l'univers, et si on fait ça, la corde à l'intérieur ou le tunnel va donc grandir et tripler sa longueur. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre univers avec ces trous de verre traversables. Mais évidemment, ce ne sont que des spéculations, rien n'est prouvé et ce n'est possible que mathématiquement. Pour récapituler, un trou de verre est intéressant que s'il est traversable et de préférence dans les deux sens. Ce qui n'est absolument pas le cas avec le trou de verre d'Einstein-Rosen qui lui n'est pas du tout traversable et encore moins dans les deux sens. Parce que si on y allait, on pourrait pas opérer un demi-tour à cause du trou blanc qui lui rejette la matière. Et il faut que le trou de verre reste ouvert, donc s'il n'est pas constitué d'une corde cosmique, il faut de la matière exotique. Et encore une fois, elle n'est possible que mathématiquement. Donc les trous de verre ne sont possibles que mathématiquement et sous de multiples formes selon la solution mathématique qu'on considère. Certains paraissent moins possibles que d'autres, mais de toute évidence, on n'a aucune preuve scientifique
qui permettent de prouver son existence. Dites-moi si vous êtes convaincu ou pas par le fait que les trous de verre puissent exister. Et si vous voulez savoir si on est seul dans l'univers, je vous invite à aller voir cette vidéo-là où j'explique pourquoi on serait seul dans l'univers et pourquoi on ne le serait pas. En tout cas, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage.